C'est bon, nous l'avons, la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. La voici devant vos regards absolument ébahis. Vous l'avez évidemment vu hier, Didier Deschamps l'a révélé. Ma tentative de coup d'État à la Fédération française de football a lamentablement échoué et ma liste n'a pas été retenue. Mais que voulez-vous? Au bout d'un moment, je m'étais fait une raison. Alors dans cette vidéo, je vais déjà essayer de redescendre en pression parce que je suis retombé sur la chanson Tous ensemble de Johnny Hallyday pour 2002. Vous vous souvenez peut-être de cet hymne à l'échec et du coup je me suis un peu enjaillé en écoutant du Johnny, chose qui m'est jamais arrivée de ma vie et j'ai l'impression de vous faire une petite confession honteuse, mais ça me met dans un état second pour commencer cette vidéo. Nous allons parler de gens qui ne sont pas en train de s'enjailler à regarder du Johnny Hallyday. Nous allons parler de trois hommes qui font une tête très bizarre sur la photo que vous voyez actuellement. Je parle bien évidemment de Kolo Muani, de Lucas Chevalier et d'Eduardo Camavinga. Arrêtez de les chercher sur la photo, ils sont pas sur la photo, justement, suivez un petit peu cette photo, c'est marqué dessus, c'est la liste, ils ne sont pas dans la liste, ils ne sont pas retenus dans les 26 qui iront à la Coupe du Monde 2026. Alors d'ailleurs c'est plutôt marrant de se dire que les deux cols, je suis sûr qu'il y a une blague énorme à faire. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien au football, mais absolument rien, vous vous dites qu'il y a 26 joueurs parce que c'est la Coupe du Monde 2026, et vous défendez avec un aplomb incroyable que pour la Coupe du Monde 2022, il y avait 22 joueurs et que pour la Coupe du Monde 2018, il y avait 18 joueurs. Je suis sûr que ça peut passer. Donc, vous l'avez peut-être vu sur cette fameuse liste, c'est ce cher Risser qui prend la place de Lucas Chevalier. Ensuite, nous avons du côté de l'attaque Thuram, mais surtout Mateta, qui a même pas sa belle petite photo avec le nouveau maillot, hein, comme Bradley Barcola, il n'était pas appelé lors du shooting. Donc Mateta qui prend la place de Kolo Muani, et au milieu de terrain, je ne sais pas qui prend la place d'Eduardo Camavinga. Certains diraient N'Golo Kanté, d'autres diraient que c'est Zaïre Emery. Bon, dans tous les cas, ce sont des joueurs qui ne font pas partie de l'aventure, et c'est assez cruel pour eux, parce que finalement, c'est toujours un moment où tu es dévasté quand tu apprends que tu ne seras pas au voyage, du voyage. Alors évidemment, pour certains de ces trois joueurs, on pouvait s'y attendre. On a des dynamiques qui sont profondément différentes, et je me suis dit qu'on allait revenir dessus, parce que quoi qu'on en dise, Kolo Muani, Camavinga, Lucas Chevalier, je considère que ce sont trois joueurs intéressants. Alors certains vont s'étouffer en m'entendant dire ça, mais c'est des situations extrêmement différentes. Lucas Chevalier a un temps de jeu qui a disparu, il n'y a pas d'autres mots, mais finalement, il y a un an, on considérait que c'était l'avenir de l'équipe de France. Eduardo Camavinga, qui est un bon joueur malgré tout, même s'il ne répond pas forcément aux attentes, qui a une situation de stagnation qu'on va étudier, et Kolo Muani, qui est la victime de son montant de transfert absolument faramineux qui correspond pas du tout à son talent, parce qu'on va être honnête, Kolo Muani, ça fait pas partie des top attaquants mondiaux, mais il faut pas pour autant le décrire comme un tocard, parce que j'ai l'impression que c'est un peu trop ça qui se déroule. Et on va commencer donc avec celui qui aurait dû trouver sa place au milieu des trois, avec celui qui a le doigt qui tremble un petit peu lorsqu'il scrolle sur Instagram. Je parle bien évidemment de Lucas Chevalier, et on va regarder un peu ses stats. À chaque fois, on va passer vite fait sur Datascout pour aller voir un petit peu les radars des joueurs, mais Lucas Chevalier, c'est quand même le paradoxe, c'est celui d'un joueur qui a des stats absolument faramineuses en Ligue 1. C'est un joueur qui évidemment est très très bon dans le domaine des clean sheets, mais vous le savez, les clean sheets dépendent également de la qualité de l'équipe. On peut dire qu'en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a une défense qui tient la route, c'est un doux euphémisme que de dire ça. Les précisions de passe, ça va dépendre également de comment joue ton équipe, des consignes tactiques de ton coach. Et évidemment, le Paris Saint-Germain est une équipe qui aime avoir la possession, donc on va pas balancer du gros ballon comme un énorme bourrin, ça l'aide. Mais malgré tout, le ratio but évité par expected goal subi de Lucas Chevalier est parmi les meilleurs de Ligue 1. Nous avons un beau pourcentage d'arrêts, de buts évités. C'est un gardien de but qui en fait brille pas mal à l'échelle de la Ligue 1. Donc voilà, peu de jeux longs dans les axes d'amélioration, mais c'est des consignes tactiques. On va pas revenir sur tout, mais je voulais commencer avec ça. Et Lucas Chevalier, c'est simple en fait, pour comprendre sa situation et comprendre comment il s'est retrouvé là en équipe de France, je pense qu'on peut regarder la petite fiche maxi-foot de son temps de jeu. À partir du mois de janvier, il n'y avait rien, et je le rappelle, ce qu'il a eu au mois de janvier, c'est un petit peu
la dernière chance du condamné à mort, c'est-à-dire que dès le mois de décembre, Lucas Chevalier était condamné à ne plus jouer avec le Paris Saint-Germain, on s'est retrouvé avec une blessure de Safonov, Chevalier en a profité, a gratté un petit peu de temps de jeu, et depuis, Safonov a fait son retour et Chevalier est porté disparu. Il n'y a pas d'autre terme. Et c'est d'autant plus préjudiciable que Chevalier, c'est un gardien qui a été au départ conforté par Luis Enrique, qui s'est retrouvé rétrogradé dans la hiérarchie, et qu'une fois qu'il a été rétrogradé, il y avait plus de coupe pour le Paris Saint-Germain, plus de coupe de France à disputer, donc absolument aucune opportunité de minutes de jeu. Et aujourd'hui, la question que je me pose, c'est que Lucas Chevalier, il va pas au mondial, mais limite, j'ai envie de dire, c'est le joueur pour qui c'est le moins scandaleux. Il a qu'une petite sélection officielle. Quand je dis le moins scandaleux, c'est qu'en fait, Chevalier, s'il relance sa carrière, il a 24 ans, il en connaîtra d'autres des Coupes du Monde. C'était pas évidemment assuré qu'il aille à cette Coupe du Monde. Il y avait une dynamique qui était en train de se mettre en place, mais c'était vraiment le début de l'histoire. Il aurait été présent pour être le troisième gardien. Il aurait eu littéralement aucune minute de jeu. Alors qu'un mec comme Eduardo Camavinga, je pense qu'il aurait pu aspirer à avoir du temps de jeu s'il avait été appelé durant cette Coupe du Monde. Mais en fait, la question plus large de Lucas Chevalier, c'est que évidemment, ce non-appel est la conséquence d'une saison qui a tourné à la catastrophe. Même pas à cause de performances sportives si mauvaises, parce qu'on a le radar ici, mais si je vous le montre, c'est pas pour rien. C'est que ça me conforte également dans l'idée de me dire que Chevalier s'est retrouvé à un moment à plus du tout convenir pour Luis Enrique. Est-ce que ça a été un gardien si minable? Je suis vraiment pas d'accord avec ça. Chevalier, pour moi, c'est un gardien qui, si l'année prochaine il est prêté ou transféré dans un autre club, pourra avoir des performances tout à fait intéressantes, et il s'est retrouvé en fait persona non grata à une vitesse assez grande. Alors je dis pas ça pour critiquer Luis Enrique, parce que quand on voit encore le match de Safonov face au RC Lens, on peut dire que le coach parisien a fait le bon choix, mais en tout cas il faut pas que Lucas Chevalier se laisse abattre là-dessus. Pour moi, la problématique, c'est son contrat jusqu'en 2030, c'est sa valorisation, c'est son transfert à 40 millions d'euros. Qui va poser suffisamment pour aller récupérer Lucas Chevalier? Je considère que c'est encore un pari intéressant, mais on sait comment ça se passe au poste de gardien de but. Il n'y a pas mille et une occasions. Et donc, il est remplacé par notre cher gardien lensois, dont on va aller voir les statistiques. Je vais les découvrir en même temps que vous. Je dois avouer que je les ai même pas checkés. Alors c'est marrant, on a les stats physiques pour les gardiens, on va éviter d'aller les regarder. Mais effectivement, un excellent gardien aussi, avec des stats qui sont très bonnes dans une équipe qui le protège un petit peu moins. Mais encore une fois, dans ces stats, on a des éléments qui ne vont pas forcément être que dépendants de l'équipe. Je ne vais pas développer pendant 3 quarts d'heure sur Lucas Chevalier, vous avez compris mon avis, c'est dommage pour lui, j'espère qu'il pourra se relancer, mais on a aujourd'hui affaire à un joueur dont la carrière est compromise et dont la non-sélection est une conséquence directe. Eduardo Camavinga. Alors, Eduardo Camavinga, je dois avouer que je trouve que c'est un joueur assez paradoxal, j'avais déjà fait une vidéo dédiée à son sujet sur la chaîne YouTube, il a 23 ans. Et c'est assez marrant parce que Eduardo Camavinga, t'as l'impression que ça fait 40 ans qu'il est en stagnation du côté du Real Madrid. Il est depuis longtemps au Real Madrid, il y est depuis 2021, 5 ans, il a 222 matchs, ce qui est absolument énorme. Donc c'est évidemment pas un rookie au Real, on peut pas se dire qu'il est en période d'adaptation, mais il a encore l'avenir devant lui. Donc en fait, il a déjà 29 sélections à 23 ans. Mais ça se trouve qu'Amavinga, c'est un mec qui, s'il arrive bien à se relancer, va avoir un avenir absolument magnifique en équipe de France. Dans 4 ans, il y aura une nouvelle Coupe du Monde. Il aura 27 ans, il pourra participer. Encore dans 4 ans, il aura, attention, calcul mental en direct, 31 ans, donc il pourra encore participer. 35 ans, ça fera peut-être un peu âgé pour lui. Encore, quand on regarde un mec comme N'Golo Kanté, on peut se dire que tout est possible. Mais c'est pour vous dire que si pour notre cher Eduardo, c'est une opportunité manquée, c'est pas la fin de l'histoire pour lui. Eduardo Camavinga qui, au niveau de ses statistiques, est pas si inintéressant que ça au cours de cette saison. Alors il va pas briller dans les stats offensives, bien évidemment, mais en termes de duel, d'interception, c'est des points qui plaisent à Didier Deschamps, on le sait. D'ailleurs, j'ai été un peu étonné par contre par son radar physique qui est pas exceptionnel. Je m'attendais, je me rends compte qu'on va pas forcément tout. Je vais vous décaler ça un petit peu. Toutes mes excuses. Je m'attendais à un peu mieux du côté d'Eduardo Camavinga sur les stats physiques. Et si on va le comparer à sa saison précédente, tac tac tac,
Vous avez en bleu la saison actuelle de Kamavinga, en vert la saison précédente, et oui, il y a certains domaines où il décline. Mais en fait, là où je trouve ça intéressant pour Kamavinga, c'est que c'est un joueur qui est miné par les blessures, et c'est un joueur qui, malgré tout, cette saison a quand même un petit peu de temps de jeu. Il a toujours le cul entre deux chaises. En fait, il est absent, il est de retour, il est titularisé un match sur deux, et en fait, là où Kamavinga est vraiment en galère, bah c'est sur ça en fait, c'est sur ces problèmes de blessure. La saison passée, il manque 34 matchs, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et c'est un joueur qui en équipe de France a été assez décevant. Et je trouve ça important de le préciser parce que si on prend un mec comme Kamavinga, si on prend un mec comme Manu Koné, je trouve que c'est le radar un petit peu extrême. Kamavinga, c'est le Real Madrid, c'est le jeune talentueux, c'est le prestige, c'est la hype. Un mec qui, depuis qu'il est au Stade Rennais, est annoncé dans les plus grands clubs du monde. Et Manu Koné, à côté, c'est pas aussi sexy, on va pas se mentir. Mais la différence, c'est que bah déjà Manu Koné, il est bon en club, mais surtout qu'en équipe de France, bah, il y en a un qui a tout de suite su aller se faire sa place, là où on en a un autre, à savoir Eduardo Camavinga, qui a un peu plus galéré. Alors un truc qui aurait été possible avec Camavinga, c'est de le mettre comme une option latérale gauche, parce que même cette saison, vous le voyez, il a disputé 3 matchs ici, et si on prend l'intégralité de ces saisons, il a quand même disputé 31 matchs. On l'a vu dépanner avec notamment les très nombreuses blessures de Ferland Mendy au Real Madrid quand il y avait des hécatombes. Je dis pas que ça aurait été ma solution de prédilection au poste de latéral gauche, mais c'est pour vous dire que un joueur aussi polyvalent que Camavinga, s'il n'est pas dans la liste de Didier Deschamps, c'est qu'il a vraiment perdu des points aux yeux du sélectionneur. C'était de toute façon parmi ces joueurs qui étaient un peu sur la ligne, sur la frontière. Et là, bah, t'as pas grand monde qui manque au milieu de terrain. Autant en attaque, on peut parler de l'absence de Hugo Ekitike, qui aurait sûrement eu sa place. Autant au milieu de terrain, bah, Rabiot, Koné, Chouameni, ça se conteste pas. N'Golo Kanté, il a prouvé au sélectionneur qu'il était capable d'avoir son utilité, donc évidemment tu l'appelles. Zahir Emery, il est juste incontournable vu la forme qu'il a. Et c'est pareil, c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur expérimenté. En fait, il coche un peu tout. Hein. Zahir Emery, il a à la fois le côté tu le prends, il va se faire de l'excellence, il sera utile pour le futur. Mais Didier Deschamps, il va pas que faire ça. C'est sa dernière Coupe du Monde. Il a envie de sortir par la grande porte. Il n'a pas envie de préparer le futur repas de Zinedine Zidane. Donc évidemment, il lui faut des joueurs opérationnels. Et Zahir Emery, il a à la fois la forme et l'expérience. Et bon, Akliouche est compté comme un attaquant. Derrière, t'as plus que des attaquants. T'as pas de place en fait pour Kamavinga. C'est aussi simple que ça. C'est une sanction qui vient du fait que on a beau dire qu'on n'a pas un réservoir de talent absolument exceptionnel au milieu de terrain, et c'est vrai. Même si on a des joueurs de talent, ce qui fait qu'on n'a pas un réservoir exceptionnel, à mon sens, c'est plutôt la variété des profils, une chose qui a été plutôt bien contrée par Didier Deschamps, à mon sens, en faisant passer l'équipe de France avec 4 offensifs, ce qui fait que ta créativité, tu vas la chercher ailleurs. Mais du coup, même dans ce secteur de jeu, bah ouais, quand t'as tout le monde, ce bon vieux Eduardo, il a beau avoir de l'expérience, il a beau avoir eu sa première sélection en 2020, bah, il n'a pas sa place. Donc c'est un perdant logique, et surtout là où c'est le plus triste avec Kamavinga, c'est que, à mon sens, c'est un perdant qui s'est fait sur la durée. Il y a des joueurs qui ont vu tout basculer extrêmement rapidement. Par exemple, Lucas Chevalier, j'en parlais, bon, bah, partant du principe qu'il jouait plus 1 minute de jeu, il s'est fait couper la tête et il n'avait plus de chance d'être en équipe de France. Mais Camavinga, il a toujours été rappelé de temps en temps, il a toujours eu l'occasion de se relancer au Real Madrid, mais petit à petit ça s'est effrité, et bah, ça rejoint des interrogations qu'on peut avoir sur son avenir d'ailleurs. Est-ce que Camavinga devrait quitter le Real Madrid pour se relancer? En tout cas, faire négocier pour Lucama, parce qu'il a un contrat jusqu'en 2029, mais on entendait ici et là que le Real Madrid n'était pas forcément opposé à l'idée de le céder, donc on a peut-être un truc à faire là-dessus. Allons sur le dernier luron de la bande, à savoir Randal Kolo Muani, l'homme que tu pensais éternel aux yeux de Didier Deschamps. C'est un peu comme Sissoko, en fait, Moussa Sissoko, qui était l'homme phare de Didier Deschamps. Il pouvait arriver n'importe quoi, il prenait Sissoko. Kolo Muani, c'était un peu la même chose, sauf que, bah, évidemment, il était plus critiqué. Mais quand je parlais du fait de marquer des points en équipe de France, Kolo Muani, j'avais pas ouvert sa petite page wiki, on va aller dessus. Kolo Muani, bah, en équipe de France, c'est quand même 9 buts. Hein. Et on peut dire ce qu'on veut, 9 buts en équipe de France, ce n'est pas rien. Parce que si je vais aller voir, c'est mal ce que je fais. C'est très très mal, vous allez comprendre. Je vais aller voir ce bon vieux Marcus Thuram. Voilà,
33 sélections, 3 buts. Kolo Muani, 32 sélections, 9 buts. Je dis que c'est mal parce que Marcus Thuram, c'est vraiment l'ambulance, quoi. L'ambulance sur laquelle tu peux tirer, hein, 3 buts, 33 sélections. Kamavinga, ça se trouve, il en aura 3 aussi quand il aura 33 sélections, sauf que c'est pas un offensif. Et qu'on a vu sur son petit radar que si on regarde cette saison, c'est pas forcément le milieu de terrain qui ressort le plus en but, et que c'était à peu près pareil la saison passée, et que Kamavinga, même en club, il a mis 6 buts en 222 matchs du côté du Real Madrid. C'est pas le genre de milieu de terrain que tu vas prendre pour faire des frappes de forain et t'apporter un gros lot de buts. Donc Randal Kolo Muani, un joueur qui a su faire ses preuves en équipe de France, mais sa situation club est un peu complexe. Alors un peu complexe à plus d'un égard, déjà parce qu'on se retrouve avec un classement de Tottenham qui n'est pas bon. Je pense que c'est le plus beau euphémisme que vous verrez ici. Ils sont 17e de Première Ligue, mais il est bon dans un sens, parce que Tottenham n'est plus dans la zone rouge. Grâce à cet homme. Responsable, le terme n'a jamais été aussi bien choisi. Le responsable du fait que le club de Tottenham n'est plus dans la zone rouge, c'est ce cher Roberto De Zerbi. Mais en même temps, Kolo Muani, il est dans une saison délicate chez les Spurs. Vous voyez qu'il n'a pas débuté tous les matchs de Première Ligue, mais là, la dynamique est intéressante et c'est un peu tout l'inverse de ce bon vieux Lucas Chevalier, à savoir qu'il a été absent au début de saison, ensuite il a été incorporé avec parcimonie, et c'est un joueur qui a quand même réussi à trouver du temps de jeu derrière. Alors il n'a pas beaucoup marqué, il faut quand même le dire. Vous le voyez, je crois que c'est le premier attaquant que joue en 0. Enfin, donc bref, statistiquement, pour un avant-centre de Première Ligue, il n'est pas efficace devant les buts, il ne se procure pas d'occasion, mais là, l'équipe joue aussi. Mais en fait, Kolo Muani, c'est un joueur qui souffre aussi de la concurrence. Parce qu'en fait, moi, dans ma petite liste, j'avais mis Thauvin parce que c'était un choix qui me faisait plaisir. Je pense que on connaît tous Didier Deschamps. Didier Deschamps, il aime avoir plusieurs options au poste de numéro 9 et il aime avoir des mecs qui mettent un peu d'impact. Il aime aussi avoir des mecs qui peuvent jouer en transition selon les situations. Moi, j'avais mis Thauvin, mais ça m'étonne pas de voir Mateta qui est devant, Marcus Thuram qui est devant. Et en plus, ça me fait plaisir pour Mateta, qui est un joueur qui mérite. Faut que je fasse gaffe à ce terme, parce que dire qu'un joueur mérite sous-entend que certains ne méritent pas. C'est un peu cruel de dire que quelqu'un ne mérite pas. Mais disons que Mateta, il y a tout pour qu'il y ait un peu déjà la carte chouchou. Joueur qui arrive sur le tard avec l'équipe de France, joueur qui est extrêmement agréable à voir jouer. Pas forcément parce qu'il a le style le plus esthétique du monde, mais parce que tu sens que c'est un mec qui ne lâche rien, qui ne triche pas, et un profil très Didier Deschamps compatible, dira-t-on sobrement. Donc je pense que Kolo Muani, il souffre de ça, hein, tout simplement, et que Kolo Muani, bah lui, par contre, il a une expérience avec l'équipe de France, hein. 32 sélections. 32 sélections avec l'équipe de France, présent depuis 2022. On a tous en tête l'occasion de la finale de la Coupe du Monde 2022 où tout aurait pu changer, où Kolo Muani aurait pu devenir le nouvel héros de l'équipe de France. Ça n'a pas tourné ainsi, mais son absence, elle est plutôt logique, finalement. Je trouve qu'elle est plutôt logique, et si on revient sur notre petite liste de l'équipe de France, j'ai parlé des 3 grands absents, mais question de terminer la vidéo en parlant quand même des joueurs présents. Barry Sear, c'est un joueur qui mérite, c'est un profil cohérent en tant que 3e gardien, parce que tu vas souvent chercher à faire grandir certains joueurs. Je parlais du poste de latéral gauche où Kolo Muani avait potentiellement un argument à faire valoir, mais on sait que les 2 frères Hernandez sont des joueurs qui sont bien installés en équipe de France, Lucas pouvant en plus dépanner en charnière centrale, Deschamps ayant écarté du revers de la main la polémique autour de Théo Hernandez, donc ça n'entre pas en ligne de compte aux yeux du sélectionneur, et puis Lucas Digne, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ses dernières prestations en bleu justifient sa présence. Donc finalement, c'est très cohérent là-dessus, et puis au milieu de terrain, je l'ai dit, il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Et moi, je suis plutôt content de voir ça. Alors, sur Twitter, je vais me la jouer un peu mec qui va calmer le jeu, d'ailleurs. J'en profite pour vous montrer un petit tweet que j'ai fait, mais il résume plutôt bien les choses. Tac, c'est là. J'ai vu ActuFoot faire ça. Fuyez avec Mbappé, Dembélé, Cherki et Olysée. C'est vrai que c'est un line-up de rêve. Moi, je rappelle cette petite une, hein, tous les pays nous envient. Alors, je dis pas que la situation est la même. Pour moi, la situation n'est pas la même que lors de cette fameuse une, mais
un peu d'humilité, mais on a quand même une très belle équipe. Je ne serais pas le pisse froid de l'équipe de France parce que Maignan, je considère que c'est un très bon gardien. C'est un gardien avec lequel on peut gagner une compétition internationale, il n'y a absolument aucun problème. Lucas Digne me rassure un petit peu à un poste où j'avais très très peur qu'on ait absolument aucun relais avec la perte en puissance de Théo Hernandez, on va dire ça comme ça. À droite, c'est peut-être pas la meilleure saison de Jules Koundé, mais je considère quand même qu'il a un niveau tout à fait intéressant et on a désormais Zahir Emery qui peut être considéré comme une option viable ici. Zahir Emery qu'on peut mettre au milieu de terrain, on jouera avec un double pivot. Bah, double pivot, quand tu as le choix entre Kanté, Koné, Rabiot, Chouameni, Zahir Emery, enfin c'est carré quoi. C'est carré, moi je l'aime cette équipe de France, je trouve qu'on a des profils intéressants, on a des joueurs qui sont jeunes, on a des joueurs qui sont talentueux, on a des joueurs que j'aime extrêmement. Un Cherki, je suis désolé, je reviens toujours sur lui, mais en fait parfois Didier Deschamps nous a habitués à une équipe de France qui n'était pas la plus créative du monde, et je dis pas ça pour taper une énième fois sur Didier Deschamps, mais on a compris la formule, mais aujourd'hui tu as des vrais manieurs de ballon dans cette équipe de France. Tu prends un mec comme Olysée, qui est un des joueurs phares du Bayern Munich, qui est vu comme l'équipe qui, avec le Paris Saint-Germain, joue la mieux d'Europe. Et justement, je parle du Paris Saint-Germain, tu retrouves Dembélé, tu retrouves Doué, tu retrouves Barcola. Cherki, évidemment, un magicien du football. Quoi qu'on en dise, Kylian Mbappé, c'est quand même un joueur qui est d'une très très grande qualité. Non, on a vraiment une très bonne équipe de France, des très bons manieurs de ballon. On a également des jeunes, on a des mecs d'expérience pour accompagner tout ça, parce que mine de rien, Saliba ou Mécano en charnière centrale, c'est quand même pas des bleuets. On a N'Golo Kanté au milieu de terrain. Rabiot, ça a de l'expérience internationale. Devant Kylian Mbappé, il a 27 ans, mine de rien. Dembélé aussi, un joueur qui commence à être âgé, pas âgé dans le sens où il est cramé, il est encore en pleine possession de ses moyens, mais il a suffisamment de bouteilles, ce sera pas sa première compétition internationale, donc une très très belle équipe de France. C'est pas forcément exactement la liste que j'aurais fait, vous l'avez vu dans ma vidéo d'hier, mais aucun scandale à mon goût. Je suis de tout cœur derrière ces Bleus, je suis pressé que la Coupe du Monde débute. Il n'y a évidemment pas une grande hype pour le moment parce qu'on n'a pas encore la fin de la saison club. Comme d'habitude pour toutes les compétitions internationales, ça viendra au tout dernier moment. Vous aurez des gens, comme j'ai dit sur X, qui vous diront « Oh, c'est bizarre, cette année, il n'y a aucune hype sur la Coupe du Monde ». On est habitué à ce discours, on l'a pour toutes les compétitions internationales. Franchement, je vais fêter mes 32 ans au cours de ce week-end. Je pense que depuis que je suis gamin et que les réseaux sociaux sont développés, je vois ce fameux discours avant chaque Euro, avant chaque Coupe du Monde qui dit qu'il n'y a pas de hype. Et à chaque fois que je le dis, il y a un mec qui va me dire que c'est différent. Parce que avant c'était la Coupe du Monde au Qatar, on sait tous les problèmes qu'il y a eu. En plus, c'était en hiver. Là, c'est aux États-Unis. Je suis pas non plus le plus grand fan de la politique internationale de Donald Trump et je fais un gigantesque euphémisme en disant ça. Mais du coup, on a beaucoup de personnes qui nous disent que c'est différent. Non, ça ne l'est pas. En fait, la Coupe du Monde pourrait bien se tenir au Mordor, ça pourrait bien être Sauron qui ferait la cérémonie d'ouverture. Le divertissement sportif est tel aujourd'hui, organisé de telle sorte que ça changerait pas qu'il y aurait une hype. Donc voilà, mettez cette vidéo en signé, foutez-vous de moi si jamais ça me revient dans les dents. On aura plein de polémiques sur cette Coupe du Monde, on aura des gens qui nous diront qu'il n'y a absolument aucune hype, que les hôtels sont vides. Je l'ai moi-même relayé dans une news du journal TMF sur le fait que les hôteliers américains étaient un petit peu déçus de l'affluence, voire très déçus, mais je suis persuadé que quand les matchs vont commencer, vous verrez sur X, tout le monde parlera des rencontres et on aura peut-être même des hurluberlus qui nous balanceront au bout de 3 matchs que c'est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps si on a des scénarios invraisemblables comme ce qu'on a eu sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bref, grande équipe de France, très pressé de suivre l'aventure de nos Bleus. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end footballistique. Moi, je vais fêter mon anniversaire. Salut!